Comme vous le savez, l'école primaire est obligatoire pour les enfants. Mais malheureusement, certains parents n'ont pas le minimum nécessaire pour s'acquitter des uniformes et s'acquitter du minimum requis pour les enfants, à savoir les fournitures scolaires. Donc, pendant longtemps, il y avait des enfants en âge de scolarisation qui partaient avec les familles au champ et qui étaient donc extraits de la scolarité sans qu'il n'y ait une régulation pour empêcher les parents de procéder de cette façon. Alors, le projet a pour but de permettre à ces enfants, aux enfants vulnérables, de pouvoir disposer du minimum pour la fourniture scolaire et pour ce qui est du ressort des minima pour se scolariser. La scolarité est obligatoire normalement à l'école primaire, mais ce que nous constatons, c'est qu'il n'y a personne qui veille à cela. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons lancé ce projet qui cible les enfants vulnérables. Nous l'avons lancé depuis 2021 et nous avons actuellement la 5e promotion. Le projet pour le moment vise l'arrondissement de Logozoré et les enfants vulnérables. Ils sont au nombre de 100 à peu près et nous nous limitons à ce nombre de façon donc à assurer des résultats probants. Il s'agit d'un projet pilote qui prend en charge, au-delà des enfants vulnérables, les performances de l'école elle-même, parce que nous nous sommes rendus compte que les dispositions que nous avons prises et qui ciblent ces enfants vulnérables n'étaient pas suffisantes si nous voulions avoir des résultats. Il fallait collaborer avec tout le complexe scolaire et c'est ce que nous avons commencé cette année en collaboration avec l'inspection de Savalou. Moi, je suis universitaire, donc je ne suis pas de la politique partisane et mon principe, c'est d'anticiper les situations critiques. La situation que nous vivons actuellement, cette situation avait été anticipée depuis 2024. Donc, personnellement, je n'ai aucune surprise par rapport à cette situation, c'est-à-dire au fait que le Parlement est monocolore. C'était le scénario le plus objectif, pas que c'est arrivé incidemment, mais parce que c'était voulu. C'était voulu par le code électoral, avec des arguments, disons, que moi je remets en cause, des arguments d'efficacité qui consistent à dire que si nous avons 2 partis politiques qui concourent à l'animation du pouvoir politique, ce serait plus efficace que si nous avons une multitude de partis politiques. Cette vision était remise en cause. Elle n'a pas été suffisamment. Et c'est le résultat de la situation que nous traversons. Je considère que le système politique est aujourd'hui verrouillé dans la mesure où, pour les élections présidentielles, par exemple, il faut un certain nombre de parrainages et la configuration politique fait que pour longtemps, les parrainages seront dans le même bord. Donc, pour moi, c'est une situation très déplorable.
mais il faut se donner le temps de l'observer et d'essayer de façon pacifique de changer cette situation. En tout cas, elle ne peut pas rester comme telle parce que c'est une situation trop rigide. Et moi, je considère que, comme les systèmes physiques, les systèmes sociaux et politiques ne doivent pas être aussi rigides. Parce que, soumis à des événements difficiles, ben, tout système rigide a tendance à craquer. Et ce n'est dans l'intérêt de personne que le système qui est mis en place au Bénin puisse craquer. Donc, pour les universitaires que nous sommes, il n'y a pas, disons, de trêve politique, parce que nous ne faisons pas de la politique partisane. Nous devons appeler tous les citoyens à trouver des solutions efficaces, sans violence, pour sortir de la situation de verrouillage politique dans laquelle nous sommes. Il y a toujours des avancées. On ne peut pas nier qu'un parti politique qui a exercé le pouvoir pendant plusieurs années, on ne peut pas nier que la mouvance n'a rien fait. Il s'agit plus d'une question de gouvernance. Vous avez un type de gouvernance que j'appellerais la gouvernance du guide et de troupeau. Le guide étant le plus éclairé et qui, dans l'intérêt du troupeau, pense que il a seule raison et que le troupeau doit suivre. Ça, c'est un mode de gouvernance. Et puis, vous avez un autre mode de gouvernance où on peut tabler sur l'intelligence collective et où le leader doit agir pour faire déplacer la masse des citoyens. On ne peut faire le bonheur du peuple malgré le peuple. Et ça, c'est une discussion importante que les Béninois doivent avoir pour savoir quel genre de gouvernance ils souhaitent. Et je pense que tout le monde a intérêt à avoir cette discussion. C'est la raison pour laquelle, malgré la perception de la victoire par certains, une perception qui est biaisée, car on ne peut pas estimer avoir gagné lorsqu'on a reçu le suffrage uniquement de 30% de l'électorat. Alors, on est certes légal, mais on a un sérieux problème de légitimité. Et malgré la légalité, nous avons pour objectif de conduire le système politique à une remise en cause. 70% de l'électorat ne peut pas rester hors des décisions politiques pendant 7 ans, pendant 14 ans. La splendeur matérielle est une chose, le clinquant
est une chose. Je ne dis pas que c'est négatif. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que les Béninois parviennent en quelque sorte à une situation où ils arrivent à la prospérité, ils arrivent à l'épanouissement. La splendeur matérielle est une chose, la splendeur de l'esprit est pour moi beaucoup plus important. Et c'est bien de faire rêver les Béninois sur 26 ans. Mais ce qui est plus important, c'est ce qui va se passer dans les 14 ans qui suivront. Les valeurs qui sont mises en évidence dans cette prospective, les valeurs telles que la paix, sont des valeurs que nous aurions souhaitées maintenant. Et la question est, quelle paix? La paix, pas par la soumission, mais la paix par la justice. Toutes les valeurs qui sont indiquées dans cette prospective devraient être discutées par rapport aux attentes des populations. Les populations ne vont pas attendre jusqu'à 25 ans pour avoir satisfaction. Ils veulent avoir satisfaction aujourd'hui et ce qui doit être discuté, c'est comment produire la richesse, comment répartir la richesse sur les chaînes de valeur, comment faire de sorte à ce que les populations les plus démunies puissent être prises en compte dans la répartition des bénéfices sur les chaînes de valeur. Et le vrai débat politique se situe à ce niveau-là. Il ne se situe pas au niveau de bataille politique. Il se situe sur des questions essentielles. Comment nous allons produire de la richesse, comment nous allons distribuer la richesse tout au long des chaînes de valeur. Est-ce que la richesse va être limitée essentiellement à ceux qui en profitent à la fin de la chaîne de valeur, les industriels, ou est-ce que nous allons faire de sorte à ce que toute la population puisse en profiter? Et ce débat-là, c'est un débat éminemment politique qui n'a rien à voir avec le combat, qui n'a rien à voir avec la dispute, qui a à voir avec la politique dans son sens le plus noble. Et c'est de cela qu'il s'agit. Le message le plus important est la conception de la gouvernance. Cette conception de la gouvernance que les pouvoirs publics pensent étant univoque est une conception erronée. Il n'y a pas une seule façon d'assurer la gouvernance d'un pays. Et cette gouvernance doit faire l'objet de discussions, pas de disputes, de discussions ouvertes pour que les solutions les plus adéquates puissent être identifiées. C'est à cela que j'appelle le pouvoir public, en leur demandant de sortir de cette posture qui consiste à verrouiller le système politique,
à faire de sorte à ce que plus personne qui n'a pas les mêmes points de vue qu'eux soit exclu du pouvoir politique. Parce que en faisant cela, il verrouille le système politique et il contribue à faire de sorte à ce que ce système soit rigide. Et ce n'est dans l'intérêt de personne, et surtout pas dans leur intérêt, de promouvoir un système rigide. Nous devons rechercher, quelle que soit la situation, des solutions pacifiques. Éviter tout ce qui est violence politique. Mais pour cela, tout le monde doit faire un effort, à commencer par les pouvoirs publics. Et c'est l'appel que j'ai à faire. Le Bénin doit continuer sa marche vers le progrès, un progrès qui n'est pas idéal, un progrès qu'on peut améliorer, mais il faudrait que tout le monde soit dans la perspective de l'amélioration et essaye d'éviter les solutions brutales qui remettront en cause les équilibres. Et le Bénin n'a pas besoin de ça. Il faudrait que la sagesse puisse primer au niveau de tout le monde pour que nous échappions aux tentatives de brutalité. Et j'espère que nous y parviendrons.